On passe maintenant au dossier numéro 2 de cette conférence de néphro qui traitait d'une hyponatrémie. On va rentrer directement dans le sujet avec un topo sur l'hyponatrémie. Avec cette première diapo, je vous présente les définitions qui sont rarement retrouvées dans vos bouquins pour l'hyponatrémie. Alors elle est un peu lourde cette diapo, mais on la lit une fois ensemble et puis comme ça vous le saurez pour la prochaine fois. Une hyponatrémie dite profonde est une natrémie inférieure à 125 mmol par litre. Elle est modérée entre 125 et 129 et elle est légère entre 130 et 135. Ici on ne parle pas de gravité de la natrémie, mais de profondeur du taux de potassium du taux de sodium dans le sang. On parle d'hyponatrémie aiguë quand elle s'installe en moins de 48 heures, elle est moins grave, et on parle d'hyponatrémie chronique quand ça s'installe en plus de 48 heures, elle est généralement plus grave puisqu'elle va se compliquer alors que celle de moins de 48 heures ne se complique quasiment pas. Les hyponatrémies avec symptômes sévères sont des hyponatrémies associées à un coma, des convulsions ou une obnubilation. Et enfin, avec symptômes modérément sévères, si vous avez des céphalées, douleurs abdominales, nausées, vomissements ou une fatigue. Donc voilà pour les définitions. Il n'y a pas besoin de les savoir puisqu'elles sont dans aucun de vos bouquins, mais c'est pour que vous ayez une idée. Quand est-ce que je traite mon patient? Vous savez qu'en dessous de 125, c'est grave. Jusqu'à 139, c'est modéré. Jusqu'à 129, pardon, c'est modéré. Entre 130 et 135, il faut traiter quand même, mais c'est léger. Je vous rappelle que le mécanisme de l'hyponatrémie, c'est une diminution du taux de sodium sur l'eau. Un des mécanismes est une augmentation de l'eau par rapport au sodium. Ici, désolé, la diapo passe mal. Quand vous avez une augmentation de l'eau par rapport au sodium, c'est par exemple quand vous avez un syndrome de sécrétion inappropriée de l'ADH qui va faire réabsorber de l'eau et sans réabsorber de sodium. Vous allez donc avoir une augmentation de l'eau ici dans le secteur sanguin, les molécules bleues représentent les molécules de sodium, puis une augmentation de l'eau par équilibration dans le secteur intracellulaire. Vous allez donc avoir une hyponatrémie associée à un état d'hyperhydratation intracellulaire. C'est l'hyponatrémie classique. C'est le cas aussi dans les apports d'eau excessifs comme l'apotomanie ou d'autres dont on ne va pas parler ce soir. Vous buvez tellement d'eau que vous diluez votre sodium, la natrémie diminue et le secteur intracellulaire augmente, vous allez avoir une hyperhydratation intracellulaire. Le problème de l'hyponatrémie, comme vous le comprenez, c'est que vous voyez ici, le secteur intracellulaire augmente. Normalement, ça ne pose pas de problème. Si votre muscle augmente de taille, il n'y a pas de problème, votre corps arrivera à le supporter. Mais dans le cerveau, l'enveloppe crânienne est bouchée par le crâne en tant qu'os. Le cerveau est impacté par le crâne. Si vous passez d'un volume qui est celui-ci à un volume qui est celui-là parce que vous avez une hyponatrémie, vous allez avoir un syndrome d'HTIC puisque votre cerveau va lutter contre la pression apposée à la fois par le LCR et par votre crâne. Un autre mécanisme pour la diminution de la natrémie, c'est une diminution de la natrémie par une augmentation du sodium, mais une augmentation encore plus importante de l'eau. C'est le cas par exemple dans les états d'hyperhydratation extracellulaire comme la cirrhose, le syndrome néphrotique, l'insuffisance rénale ou l'insuffisance cardiaque. Vous allez avoir un gain de sodium dans le secteur extracellulaire qui va être associé à un apport d'eau. Parfois, l'apport d'eau est tellement excessif que vous allez avoir une hyponatrémie. Et par contre, ceux-là seront beaucoup moins associés à des états d'hyperhydratation intracellulaire puisque le sodium va tenter de garder l'eau avec lui. Donc ceux-là sont généralement moins risqués. Les hyponatrémies dans les cirrhoses ou dans les insuffisances cardiaques sont généralement asymptomatiques au même taux que celles dans des SIADH qui sont, elles, très symptomatiques. Je vous rappelle les étapes à suivre devant une hyponatrémie. En 1, vous devez éliminer une pseudo-hyponatrémie en dosant les lipides. Je vous rappelle que les lipides, en fait, il se trouve qu'il y a un problème au niveau du dosage biologique des lipides qui fait que s'ils sont trop élevés, le pourcentage plasmatique va augmenter et vous allez avoir l'impression d'avoir une hyponatrémie sur le bilan puisque le volume d'eau sera augmenté par rapport au sodium, mais c'est faux, c'est simplement dû aux lipides. Il faut savoir que dans les CHU, il n'y a aucun problème là-dessus puisque les automates sont parés à cette erreur et corrigent en fonction de la lipidémie.
Dans un second temps, par contre, ça vous devez le faire, vous devez éliminer une hyponatrémie hypertonique en analysant la glycémie. C'est ça les hyponatrémies hyperosmolaires. Donc je vous explique pourquoi. Quand vous avez des apports hypertoniques comme du sucre dans le secteur extracellulaire, vous allez avoir un apport osmotique qui va tirer l'eau depuis le secteur intracellulaire jusqu'au secteur extracellulaire. Et donc vous allez avoir une hyponatrémie, ici une dilution des ions bleus, mais pour autant vous aurez un état de déshydratation intracellulaire. Ce n'est pas du tout ce dont on était en train de parler ici. Dans un troisième temps, devant une hyponatrémie, si vous avez prouvé qu'elle n'est pas une pseudo-hyponatrémie et qu'elle n'est pas due à un apport hypertonique de sucre, vous devez évaluer le secteur extracellulaire par l'analyse des 3 bouteilles Volvic, comme je vous l'ai déjà présenté. Si le secteur extracellulaire est diminué, c'est donc que vous avez une perte de sel quelque part. Si la perte de sel est dans les urines, vous aurez une natriurèse augmentée. La cause est donc probablement rénale ou une insuffisance surrénalienne lente, les diurétiques par exemple. Et si la natriurèse est diminuée, c'est donc que la perte en sodium n'est pas dans les urines mais ailleurs, c'est donc probablement des diarrhées. Si le secteur extracellulaire est normal, la bouteille de Volvic de taille normale, soit l'osmolarité urinaire est augmentée, ça veut dire que vous pompez de l'eau au niveau du tube contourné distal, c'est le SIADH. Le SIADH sécrète de l'ADH qui pompe l'eau sans réabsorber de sodium. Donc les taux dans les urines augmentent puisque l'eau est diminuée. Vous avez une concentration urinaire qui augmente, des osmoles urinaires qui sont augmentées. Ou des osmoles urinaires diminuées, c'est le cas de la potomanie, puisque vous prenez tellement d'apports que vos urines sont diluées, mais que vous arrivez à avoir une hyponatrémie. Le troisième cas de figure, c'est celui qu'on vient de voir avec les excessive water intake. Donc vous avez trop d'eau associée à une prise de sodium qui est importante. C'est le cas dans les insuffisances rénales, les insuffisances cardiaques ou la cirrhose. Et là, le traitement, c'est les diurétiques. Ce tableau, il est facile à revoir puisqu'il va vous donner la démarche diagnostique, mais aussi le traitement. Ici, vous avez une perte en sel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Arrêter les diurétiques et passer du sel. Ici, vous avez un volume hydrique normal, mais vous avez probablement trop d'eau par rapport au sodium. Vous devez donc avoir un régime, un régime sans apport d'eau, une restriction hydrique, pardon, je cherche mes mots. Et dans le cas d'un syndrome extracellulaire d'un secteur extracellulaire augmenté, comme dans l'insuffisance cardiaque, la cirrhose ou le syndrome néphrotique ou les insuffisances rénales, vous devrez donner cette fois des diurétiques. Donc vous savez ici, remplissage, ici, restriction hydrique, ici, on donne des diurétiques. Voilà pour les traitements globaux de l'hyponatrémie. Les manifestations, on en a parlé, puisque le volume intracellulaire augmente, le cerveau qui est bloqué dans la boîte crânienne augmente et donne un syndrome d'HTIC. Et donc vous avez des symptômes qui sont modérément sévères, comme on l'a vu, la nausée, la confusion, les maux de tête, et des symptômes, et les vomissements, pardon, et des symptômes sévères qui sont la détresse respiratoire, la somnolence, l'obnubilation et le coma inférieur à 8. Maintenant que vous avez vu ce petit topo, on va pouvoir répondre facilement aux questions qui arrivent. La question numéro 1, vous demandez l'état d'hydratation de ce patient. Ici, il s'agit d'une hyponatrémie qui est grave parce qu'elle est symptomatique et non pas due à son seuil. Et il s'agit d'une natrémie hypoosmolaire puisqu'il n'y a pas d'hyperglycémie qui est associée. On passe à la question numéro 2. Il faut savoir que dans la natrémie, ce n'est pas le stock sodé qui est modifié. Le stock sodé correspond au secteur extravasculaire et le sel appelle l'eau, mais au niveau extracellulaire. Au niveau de l'hyponatrémie, c'est plutôt une modification du rapport sodium sur natrémie. Donc ici, le stock hydrique est augmenté chez ce patient sans modification du stock sodé puisqu'il n'a pas d'œdème, ce patient. Si le stock sodé était augmenté, c'est donc qu'il aurait des œdèmes. S'il était diminué, c'est qu'il était en état de déshydratation extracellulaire. On passe maintenant à la question numéro 3. On vous demandait de quantifier l'eau en excès. Pour ça, pas trop de difficultés. Vous avez une formule dans le collège qu'il faut connaître. Vous savez que le secteur intracellulaire représente environ 60% du poids du patient. Si vous faites un rapport de 60% du poids fois la modification de la natrémie en pourcentage, vous trouvez l'excessivité le poids que le patient a pris dû à cet état d'hyperhydratation intracellulaire.
Ici donc, votre patient, il faisait 56 kg, 60% de 56 kg fois une modification de l'anatrémie par rapport à 40, vous donnez un apport excessif d'environ 5 litres d'eau. Ça peut être utile parce que si vous savez le nombre de millimoles de natrémie que vous voulez corriger par rapport au litre d'eau, vous pouvez définir une stratégie thérapeutique pour dire que vous voulez faire monter de 5 millimoles le premier jour, puis 2, puis 2, puis 2. Donc vous saurez combien de litres d'eau il faut faire perdre à votre patient pour retrouver un état normal sur le moyen terme, c'est-à-dire au bout de plusieurs jours. On passe à la question numéro 4. Quel traitement mettez-vous en place chez ce patient? Il faut bien sûr le mettre en urgence puisqu'il s'agit d'une hyponatrémie associée à des symptômes. Il faut arrêter la fluoxétine qui est un des médicaments hyponatrémiants et il faut faire une restriction hydrique puisqu'on était dans le cas d'une hyponatrémie à secteur extracellulaire normal. On passe à la question numéro 5. On vous dit que finalement vous avez instauré un traitement par sérum salé hypertonique parce que c'était trop sévère. Ça arrive dans le SIADH aussi. Vous pouvez mettre en place un sérum salé hypertonique pour essayer de restaurer l'anatrémie en cas de coma ou en cas de manifestation symptomatique sévère. Ici, il ne faut pas corriger l'anatrémie trop rapidement, vous le savez, et la quantité de sodium doit être réévaluée dans un ionogramme qui va suivre dans les 2 à 6 heures. Je vous rappelle que l'anatrémie doit être corrigée environ de 5 millimoles sur les premières 24 heures, puis on va dire 10 millimoles par 24 heures au maximum. Les nouvelles recommandations parlent même de 8 millimoles au-delà de la 24e heure, 8 millimoles par litre par jour. On passe à la question numéro 6. On vous demande quels sont les risques en cas de correction trop rapide de l'anatrémie. Vous pouvez bien sûr avoir une apparition des troubles neurologiques et notamment une myélinolyse centropontine ou une démyélinisation osmotique qui est le plus souvent retrouvée, en tout cas dans les dossiers IUCN, c'est toujours ça, une quadriparésie spastique, donc une espèce de tétraparésie, une impossibilité motrice d'utiliser ces 4 membres. On va tenter d'expliquer avec une toute petite diapositive comment ça se passe pour qu'il y ait cette démyélinisation osmotique. On passe donc à la petite explication sur la régulation de l'anatrémie. Donc en fait, vous savez que quand vous avez une hyponatrémie, vous avez une hyperhydratation intracellulaire, donc un cerveau qui est augmenté de taille. Pour lutter contre cette taille augmentée du cerveau, le cerveau va faire une adaptation rapide par la perte d'osmole inorganique. En fait, il va perdre des petits ions avec une force osmotique faible qui va permettre de tirer un peu d'eau vers l'extérieur du cerveau et il va donc pouvoir diminuer un petit peu de taille. Dans un second temps, il fait une adaptation lente qui va permettre de faire perdre des osmoles organiques, donc cette fois qui ont un pouvoir osmotique plus fort et qui vont lui permettre de diminuer encore plus de taille en retirant encore plus d'eau. Ceci met 48 heures à être mis en place. Le problème est que si vous corrigez ensuite l'anatrémie trop rapidement, vous allez avoir un effet inverse. Vous allez avoir envie de tirer de l'eau puisque l'anatrémie augmente dans le sang, elle va appeler de l'eau, sauf que votre cerveau aura déjà fait les manœuvres pour enlever de l'eau de lui-même. Ce qui fait que si vous tirez de l'eau et que lui en a déjà enlevé, vous allez en tirer encore plus et les cellules vont s'ischémier par manque d'eau, elles seront trop déshydratées et c'est ça qui va donner la démyélinisation osmotique. Et en fait, l'adaptation dans l'autre sens est plus lente que l'adaptation dans ce sens-là. Donc quand vous attendez 48 heures pour traiter une hyponatrémie, les adaptations ont déjà eu lieu. Si vous corrigez trop vite l'anatrémie, le cerveau va pomper encore de l'eau à l'extérieur et donc il va s'ischémier. C'est la démyélinisation osmotique. Dans la question numéro 7, on vous demandait ensuite l'hypothèse diagnostique concernant cette hyponatrémie. On vous disait que le secteur extracellulaire était normal. Je vous rappelle que dans le secteur extracellulaire normal, on peut évoquer l'apotomanie ou le SIADH en particulier. Il faudra toujours penser quand même à l'hypothyroïdie. Il faut doser une TSH parce que l'hypothyroïdie peut mimer exactement un SIADH. C'est d'ailleurs très trompeur, c'est très difficile d'en faire la différence, même si l'osmolarité urinaire augmentée supérieure à 100 est très en faveur d'un SIADH. On passe maintenant à la question numéro 8. On vous demandait donc quels sont les critères qui permettent de définir un SIADH. La TSH normale fait partie des critères puisque je vous ai dit que c'était difficile de faire la différence entre les deux.
L'urée plasmatique est plutôt basse dans le SIADH, vous avez une réabsorption d'eau majeure qui fait que vous avez plutôt une dilution de l'urée et de l'uricémie. Et pourtant, dans les urines, donc vous avez une concentration de tous les ions puisque l'eau a été pompée dans le tube contourné distal. Et donc l'ensemble des ions va augmenter sa concentration dans les urines dont le volume sera diminué, supérieur à 100 milliosmoles par kilo d'eau. Les critères essentiels au diagnostic de SIADH sont donc l'hypoosmolalité de l'hyponatrémie, une osmolalité urinaire inadaptée augmentée, un secteur extracellulaire normal et une fonction thyroïdienne normale et l'absence de prise de diurétique qui fausserait les explorations urinaires. Les critères supplémentaires qui sont un peu moins nécessaires sont l'uricémie, l'urée augmentée et la correction de l'hyponatrémie n'a pas été permise par un sérum salé. On passe maintenant à la question numéro 9. Ici, chez cette patiente, quelles étaient les causes les plus probables de SIADH à évoquer? Bien sûr médicamenteuses, mais vous ne pouvez pas passer à côté du cancer bronchopulmonaire chez cette patiente. On passe à la question numéro 10. Quels sont les moyens thérapeutiques que vous pouvez utiliser pour traiter le SIADH? Vous savez donc que le SIADH est dû à une réabsorption trop forte d'eau due à une sécrétion d'ADH. Si vous limitez les apports hydriques de votre patiente, forcément, les urines vont avoir du mal à se concentrer et donc vous n'aurez pas de réabsorption d'eau et la natrémie va progressivement réaugmenter puisque l'eau va diminuer. Vous pouvez apporter des gélules de sel. En fait, en apportant du sel, vous allez non seulement corriger un petit peu le stock de sodium, mais surtout vous allez avoir des apports d'eau qui seront moins importants que les apports de sel. Vous pouvez augmenter les apports protéiques qui vont avoir un effet hyperosmolaire. En ayant un effet hyperosmolaire, les apports protéiques vont engendrer une perte urinaire plus importante d'eau. On ne va pas en parler très longuement parce que c'est assez compliqué, mais en gros, pour pisser 1 litre d'eau, vous êtes obligé de manger 600 milliosmoles de protéines. C'est un mécanisme dû à l'osmolarité des protéines. Donc, si vous voulez pisser 1 litre, vous devez manger 600 milliosmoles. Si vous augmentez les apports protéiques à 1200 milliosmoles par exemple, vous allez donc pisser 2 litres. En pissant 2 litres, vous allez donc diminuer le taux d'eau par rapport au sodium et donc vous allez faire augmenter la natrémie chez les patients en SIADH. Bon, retenez simplement qu'il faut augmenter les apports protéiques. Vous pouvez aussi utiliser les diurétiques de Lens qui font perdre plus d'eau que de sel et donc vous allez avoir une augmentation de la natrémie. On passe à la question numéro 11. Vous souhaitez mettre en place un traitement par agoniste de l'ADH. Quelle va être la réaction physiologique? Bien évidemment, la natrémie va augmenter puisque vous allez antagoniser l'ADH. Bien sûr, c'est un antagoniste de l'ADH. Donc, le SIADH va sécréter de l'ADH, mais si vous avez un antagoniste qui bloque le récepteur, il ne va pas fonctionner, cet ADH, donc vous n'allez pas avoir de réabsorption d'eau. Les urines vont être très diluées puisque vous n'aurez aucune réabsorption d'eau au niveau tubulaire contourné distal et vous aurez une natrémie qui va réaugmenter. On passe maintenant à la question numéro 12. On vous disait que suite à l'instauration de ce traitement antagoniste de l'ADH, vous avez une modification de la natrémie majeure puisqu'elle passe à 154. Ici, on vous demande, la patiente présente par ailleurs une insuffisance rénale aiguë au moment où vous la voyez. Quel est le mécanisme? Eh bien, en fait, vous avez antagonisé l'ADH, toutes les urines passent dans le tube contourné distal et l'eau n'est plus réabsorbée, vous faites une hypovolémie et c'est probablement soit une insuffisance rénale fonctionnelle, soit une NTA, une nécrose tubulaire aiguë secondaire à une ischémie fonctionnelle, qui est à l'origine de l'insuffisance rénale aiguë. On passe maintenant à la question numéro 13. Quelle est la principale thérapeutique à mettre en place chez ce patient? Bien sûr, quand il y a un trouble qui est dû à un médicament, la principale thérapeutique, c'est de modifier ce médicament en arrêtant l'antagoniste de l'ADH. On passe maintenant à la question numéro 14. Quel est le risque d'une correction trop rapide d'une hypernatrémie? Alors attention à ne pas vous tromper cette fois, on vous dit une correction trop rapide d'une hypernatrémie. La patiente, elle est à 154 mmol par litre. Elle s'est donc un peu ischémié le cerveau puisqu'elle a pompé de l'eau dans le cerveau. Si vous corrigez et que vous mettez en place le cerveau va être, comme on l'a vu pour la démyélisation osmotique,
le cerveau va tenter de réabsorber un peu d'eau en réabsorbant des osmoles organiques. Donc il va augmenter de taille, il va redevenir normal. Si vous modifiez l'anatrémie trop rapidement et que vous la rebaissez, vous allez avoir un secteur intracellulaire qui va être augmenté de taille et donc votre cerveau va augmenter de taille et le risque, c'est une hypertension intracrânienne. Ne confondez pas les deux. Quand vous traitez une hypernatrémie, vous risquez de donner une HTIC. Quand vous traitez une hyponatrémie, vous risquez de donner une démyélinisation osmotique. On passe à la dernière question de ce dossier qui concernait les troubles hydroélectrolytiques. Qu'est-ce que vous devez faire devant une altération neurologique secondaire à une hypernatrémie corrigée trop rapidement ou une hypernatrémie? Vous devez faire un scanner cérébral ou une IRM cérébrale. Je vous rappelle que devant un syndrome d'HTIC, il ne faut surtout pas faire de ponction lombaire. Vous le savez, mais souvent vous pouvez l'oublier au moment des questions. Donc ici, c'était le cas. Il faut bien penser que vous êtes devant un syndrome d'HTIC, la ponction lombaire est donc contre-indiquée. Il faut d'abord faire un scanner pour voir s'il y a un risque d'engagement ou pas. Voilà pour ce dossier qui traitait de l'hyponatrémie. C'est un dossier facile d'hyponatrémie, il peut y en avoir des beaucoup plus durs. C'était pour vous introduire un petit peu là-dedans, ça vous fait réviser les troubles hydroélectrolytiques. Et en D4, vous verrez, en DFSM 3, vous verrez des dossiers un peu plus compliqués sur l'hyponatrémie.